Lui, c'est Robert Franklin Stroud, et c'est le cauchemar de l'administration pénitentiaire américaine. Après avoir été baladé de prison en prison, il a finalement atterri à Alcatraz en 1942 dans un isolement total au sein du bloc D qui abrite les détenus les plus dangereux du Rocher. Robert, c'est un homme hors norme, un casse-tête insolvable pour tous les pénitenciers dans lesquels il a séjourné. Il est violent, au point de tuer froidement un gardien, mais il est surtout intelligent. C'est un manipulateur brillant et calculateur. Et puis, il y a cette autre facette. Une passion qui va faire de lui un homme extrêmement populaire et un scientifique reconnu mondialement. Le tout sans jamais quitter la prison. Robert Stroud élève des milliers d'oiseaux. Le pire prisonnier des États-Unis devient un véritable expert en ornithologie et va même écrire un livre, un best-seller, qui est encore considéré aujourd'hui comme une référence. Aussi étrange que cela puisse paraître, sa passion pour les oiseaux est la seule et unique raison qui l'a conduit dans le bloc le plus sécurisé de la prison la plus sécurisée des États-Unis, pour finalement faire de lui l'oiseleur d'Alcatraz. Au début du XXe siècle, l'Alaska, c'est le dernier territoire des États-Unis qui vit encore à l'époque du Far West. Malgré son côté bout du monde, l'Alaska résonne comme une promesse pour Robert Stroud. La promesse d'un nouveau départ. Ce qu'il est venu fuir ici, c'est principalement son père. Un homme autoritaire et violent. Gardez ça en tête parce que son rejet de l'autorité, c'est ce qui va le définir tout au long de sa vie. En 1908, Robert n'a que 18 ans lorsqu'il quitte Seattle et qu'il débarque à Cordova. C'est une ville de pionniers qui vivent au rythme de la construction du chemin de fer. Et justement, Robert y est embauché comme ouvrier. Les conditions de travail sont terriblement difficiles et le froid glacial n'arrange rien. Quelques mois seulement après son arrivée, il tombe gravement malade, une pneumonie sévère qui risque d'ailleurs de l'emporter. C'est une femme qui va prendre soin de lui et qui va même lui sauver la vie. Kitty O'Brien. Elle a 36 ans et travaille comme prostituée. Malgré leur énorme différence d'âge, on parle quand même de 18 ans, leur relation évolue rapidement sans jamais devenir totalement claire. Si ce n'est à propos d'une chose, ils deviennent amants. Un an plus tard, en 1909, les deux amants décident de quitter Cordova et prennent la direction de Juneau, une ville où l'économie repose essentiellement sur les bars, les jeux et évidemment la prostitution. Kitty reprend ses activités de prostituée et son jeune amant Robert devient son chevalier protecteur, ou comme on dit dans le métier, son proxénète. Et justement, ça tombe bien parce que Kitty elle a un problème avec l'un de ses clients, un certain Charlie Von Damer. Damer refuse de payer Kitty pour ses services et la tabasse pour lui faire passer l'envie de se plaindre. Je vous laisse imaginer la réaction de Robert quand il découvre le visage tuméfié de Kitty. À vrai dire, il ne prend même pas le temps de réfléchir. Il récupère un revolver et disparaît dans les rues de Juneau à la recherche du client violent. Charlie Von Damer s'écroule, mort. Devant lui, Robert Stroud, qui je vous le rappelle n'a que 19 ans, tient encore l'arme du crime. La plupart des criminels auraient pris la fuite. L'Alaska offre des milliers de kilomètres de forêts et de montagnes, et disparaître est un jeu d'enfant. Mais Robert, lui, se rend tranquillement au bureau du marshal et se livre de lui-même à la justice. Devant le juge, il plaide coupable pour homicide involontaire. Un peu naïvement, il s'attend à une peine légère, peut-être quelques mois. Mais la justice fédérale ne partage pas la même vision. Et le verdict tombe, 12 ans de prison ferme. Robert n'arrive pas à y croire. Lui qui pensait avoir pris la bonne décision voit cette condamnation comme une trahison. Pire, comme une humiliation. Et ça ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Robert Stroud est d'abord incarcéré au pénitencier fédéral de McNeil Island en 1910. Et dès son arrivée, il se montre particulièrement ingérable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans sa tête, Robert, il n'a rien à faire ici. Chaque ordre, chaque contrainte lui rappelle ce sentiment d'injustice et d'humiliation qui le ronge. Résultat, il refuse d'obéir aux ordres, il conteste l'autorité des gardiens et le règlement de la prison, il menace la hiérarchie, refuse de participer au travail pourtant obligatoire, et il va même jusqu'à poignarder l'un de ses codétenus.
Évidemment, le personnel de la prison tente de gérer la situation avec les punitions classiques, mais à chaque fois, la rancœur de Robert grandit et son comportement se radicalise. L'administration pénitentiaire finit par se rendre à l'évidence. Robert Stroud est un détenu bien trop ingérable pour une prison comme McNeil Island. La décision est donc prise de le transférer. En 1912, Robert est donc transféré au pénitencier de Leavenworth. À l'époque, l'établissement est tout simplement la plus grande prison fédérale à sécurité maximale des États-Unis. La direction ne se fait donc pas trop de soucis à propos de Robert Stroud. Leavenworth a déjà brisé des hommes bien plus durs, des braqueurs professionnels, des meurtriers récidivistes et même des chefs de gang. Mais ils vont vite se rendre compte que Robert n'est pas un détenu comme les autres. Il ne cherche pas la confrontation avec les gardiens, il cherche à les humilier littéralement. Par exemple, pour prendre l'avantage sur l'administration, Robert va mémoriser intégralement le manuel de procédure fédérale. Et dès qu'un gardien lui donne un ordre ou lui inflige une punition, il réplique par une citation précise du règlement. Et pour enfoncer le clou, il utilise un vocabulaire très soutenu pour s'adresser aux gardiens, en les faisant passer, au passage, pour des crétins. Et c'est précisément cette forme de condescendance intellectuelle qui va devenir sa marque de fabrique, et qui est également largement entretenue par les lettres qu'il échange avec sa mère. Alors oui, je vous ai parlé de l'autorité violente de son père, mais pour comprendre Robert Stroud, il faut aussi s'intéresser à sa mère. Il faut voir Elizabeth Stroud comme une source toxique qui alimente en permanence l'ego de son fils. Elle flatte son intelligence dans chaque paragraphe des lettres qu'elle lui envoie et l'encourage carrément à mépriser les gardiens qu'elle qualifie de cerveaux de mouche ou de paysans incultes. Mais il y a également un autre membre de la famille qui garde contact avec Robert grâce aux lettres. Son frère, Mark. Pour Robert, c'est surtout l'occasion de se remémorer son enfance à Seattle avec nostalgie. Et puis Mark donne des nouvelles de sa famille et aborde ses projets de vie. Alors que les lettres de sa mère nourrissent son orgueil et son mépris, celles de son frère lui apportent une véritable chaleur humaine. Pendant des mois, les deux frères cherchent à organiser une visite au pénitencier. Cela fait 8 ans que Robert n'a pas vu Mark, et dorénavant, il compte chaque mois, chaque semaine, chaque minute qui le sépare du 26 mars 1916, date à laquelle la visite est prévue. Mais un événement va tout changer. Quelques jours avant la visite tant attendue, Robert est au réfectoire. Et il fait une erreur, une toute petite erreur qui va pourtant faire basculer toute sa vie. Il vole une pomme. Oui, une pomme. Un gardien chope Robert la main dans le sac et comme la procédure l'ordonne, il fait un rapport à sa hiérarchie. Résultat, la visite de son frère est purement et simplement annulée. Pour le gardien, ce n'est qu'une ligne de plus dans un registre. Mais pour Robert, c'est l'humiliation de trop. Une fois encore, la sensation d'injustice le ronge. Sauf que cette fois, il sait comment l'apaiser. Quelqu'un doit payer le prix de cet affront, et ce quelqu'un, c'est Andrew Turner, le gardien. Le 26 mars 1916, Andrew Turner est en poste au réfectoire de la prison. Avec plusieurs de ses collègues, il doit garder un œil sur 1100 détenus assis épaule contre épaule. Et parmi eux, Robert Stroud. Il se lève et se dirige tranquillement vers le gardien. « Est-ce que vous avez l'intention de maintenir votre rapport ?» lui demande Robert. Turner refuse de se laisser intimider et lui confirme qu'il n'a pas l'intention de lui faire la moindre fleur. Robert sort un couteau artisanal de sa manche et plante la lame directement dans le cœur du gardien. Robert reste là stoïque pendant que Andrew Turner est en train de se vider de son sang sur le sol du réfectoire. Andrew Turner, le voici. Stroud ne va jamais montrer le moindre remords pour son meurtre. Il écrira même « Le gardien tomba malade et mourut subitement. Il avait une malformation cardiaque, une perforation du cœur, il y avait un trou de couteau dedans. » Un véritable sociopathe en puissance. Et comme vous pouvez l'imaginer, la réaction de la justice est immédiate et impitoyable. Robert Stroud est condamné à la peine capitale. Et à l'époque, au Kansas, c'est synonyme de pendaison. Pendant les mois qui suivirent, dans sa cellule de condamné, Stroud attend patiemment que la mort vienne le chercher. Ce qui ne semble pas l'atteindre plus que ça d'ailleurs. Mais une personne refuse de laisser l'histoire se terminer ainsi. Sa mère, Elizabeth. En plus de galvaniser en permanence l'ego de son fils,
Madame Stroud, c'est aussi une mère ultra protectrice. Elle écrit des milliers de lettres à la justice et à l'administration pénitentiaire et parvient même à obtenir une audience avec la première dame, Edith Wilson. Le 15 avril 1920, 8 petits jours avant que Robert ne pende au bout d'une corde, le président Woodrow Wilson signe un décret de grâce. Autrement dit, la sentence de mort est annulée et remplacée par une peine de prison à perpétuité. Alors, dans le camp de Stroud, c'est évidemment une surprise, d'autant plus que Robert lui-même n'y croyait absolument pas. Mais pour le responsable de la prison, ce twist de dernière minute est très compliqué à digérer. Le meurtrier de l'un de ses hommes vient tout juste d'échapper à l'échafaud. Il décide d'appliquer sa propre sentence, une qu'il juge pire que la mort. L'isolement total et permanent. Un soir, depuis sa cellule d'isolement, Robert Stroud entend une violente tempête qui éclate au-dessus du Kansas. Le lendemain, Robert peut profiter de l'une de ses rares promenades autorisées. La cour est bien évidemment vide, et pourtant, devant lui, par terre, sous un arbre, Stroud aperçoit un nid de moineaux. En y regardant de plus près, il découvre 3 oisillons blessés, et les récupère pour les ramener avec lui dans sa cellule. Et là, dites-vous que c'est que le début. Parce que Robert, il s'avère que s'occuper des oiseaux, il adore ça. Et la direction de la prison, qui au passage vient de changer, va même jusqu'à fournir à Robert des canaris et des cages. Si cela peut l'occuper et le rendre moins violent, c'est toujours ça de prix. Ce qui commence comme un simple passe-temps devient vite une obsession dévorante que Robert Stroud lui-même explique de manière, froide et narcissique. Je vous lis ces paroles. Les oiseaux ne me jugent pas. Ils dépendent entièrement de mon intelligence pour survivre. Dans cette cellule, ils sont les seuls êtres vivants sur lesquels j'ai un pouvoir absolu. Oui, parce que pour ceux qui pensaient que c'était uniquement par amour de la nature, je pense qu'il est temps de se réveiller. Comme il le dit lui-même, c'est d'abord un sentiment de contrôle que les oiseaux lui apportent, et surtout, un sentiment de toute puissance. Petit à petit, Robert va développer un véritable élevage d'oiseaux, surtout des canaris. Leur nombre est tellement important que Robert Stroud arrive même à obtenir une cellule supplémentaire uniquement pour loger ses petits protégés, ou plutôt ses petits sujets. Dites-vous qu'il y a jusqu'à 300 canaris qui cohabitent au même moment dans les 2 cellules de quelques mètres carrés. Je dis au même moment parce que certains meurent, d'autres sont achetés par Stroud, mais surtout parce que la direction de la prison, qui est plus que jamais désireuse de renvoyer une image progressiste, va même permettre aux visiteurs extérieurs d'acheter des canaris de l'élevage carcéral. Depuis son quartier d'isolement, Robert Stroud commence à gérer une véritable petite entreprise. Maintenant, il faut s'imaginer le bordel. 300 canaris, ça ne passe pas inaperçu. L'odeur est insoutenable, un mélange de fientes et de graines en décomposition. Pour les gardiens qui patrouillent, le couloir d'isolement devient une zone infecte, infestée de poux d'oiseaux et d'acariens. Et pour les autres détenus, c'est un supplice. Le chant d'un oiseau, c'est sympa, mais le vacarme d'une centaine de volatiles, c'est juste un chaos acoustique épuisant et permanent. Je ne sais pas si vous le sentez venir, mais ce qui à la base était censé permettre à la direction de canaliser Robert Stroud, c'est exactement ce qui va finir par leur péter à la gueule. Déjà au niveau de l'hygiène, mais ça on vient d'en parler, mais surtout au niveau de l'influence que Stroud va gagner dans la prison, mais surtout à l'extérieur de la prison. Petit à petit, la cellule de Stroud devient un véritable laboratoire de recherche. Il réalise des expériences, des essais cliniques et finit par développer des remèdes contre des maladies aviaires complexes qui n'avaient jamais été soignées jusque-là. Chaque maladie identifiée lui donne un pouvoir supplémentaire. Chaque remède maîtrisé renforce son sentiment de contrôle absolu. Ici, enfin, il décide de qui vit et qui meurt. Et son nom n'est plus uniquement celui d'un prisonnier dangereux, il devient un nom reconnu et respecté par de nombreux amoureux de la nature. L'influence de Stroud dans, mais surtout en dehors de la prison, va devenir un véritable défi logistique pour l'administration pénitentiaire. Je vous donne un seul exemple, les lettres. Il faut savoir que dans les prisons, chaque lettre reçue et envoyée doit être au préalable lue, approuvée et même recopiée par un agent pénitentiaire.
Mais dans le cas de Robert, cela prend des proportions complètement hallucinantes. Il reçoit tellement de lettres qu'il y a un bureau de poste qui est créé rien que pour lui. Robert, avec ses canaris, il est en train de mettre tout le monde dans sa poche. Enfin, presque tout le monde. Il y a 2 personnes qui vont se dresser devant lui. La première, c'est sa mère. Alors je sais que je vous ai dit qu'elle était une maman protectrice, mais c'était temps qu'elle y trouvait elle-même son propre intérêt. Être au centre de la vie de son fils. L'alpha et l'oméga de son attention et de son amour. Mais là, c'est plus vraiment le cas. Les oiseaux prennent beaucoup de place et attirent énormément l'attention sur son fils. Le public, les journalistes, les scientifiques, mais surtout l'attention d'une femme. Della Mae Jones. Une amoureuse des oiseaux avec qui Robert travaille à distance, mais surtout avec qui il se marie, toujours à distance. Alors, on ne sait pas trop si c'est véritablement un mariage d'amour ou une entourloupe administrative de plus, mais le résultat est là. Jalouse, possessive, Elizabeth finit carrément par renier son fils. Elle va même aller jusqu'à s'opposer à des demandes de libération de Robert. C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés, et cela nous rappelle également de qui Robert tient son besoin maladif de contrôle. I don't understand what you're talking about, Mom. She's my wife. Your trouble began with that other woman in Alaska. Et la deuxième personne qui va s'opposer à Stroud, c'est Bennett, le directeur du Bureau fédéral des prisons. Petit à petit, il réalise dans quel piège est-ce que l'administration pénitentiaire est en train de tomber. Dès qu'il veut diminuer le nombre d'oiseaux pour des questions d'hygiène, ou même limiter les échanges de lettres pour des questions de sécurité, Robert Stroud fait un procès à la prison. Et il déclenche au passage des tempêtes médiatiques pour se plaindre que l'administration veut tuer les petits oiseaux du condamné. Bennett se retrouve systématiquement coincé entre les batailles de procédure d'un côté, qui sont systématiquement remportées par Robert Stroud, et l'opinion publique de l'autre, qui veut voir dans les recherches du condamné une véritable rédemption. Mais Bennett n'abandonne pas, et il finit par trouver la stratégie parfaite. Plutôt que de présenter Robert Stroud comme un détenu violent, il le requalifie comme un danger institutionnel. Dans ses rapports internes au Bureau fédéral des prisons, Stroud n'est plus décrit comme un homme instable, mais comme un détenu qui exerce une influence excessive sur son environnement. Activités commerciales, correspondance incontrôlée, conflits constants avec l'administration, conditions sanitaires, etc., etc. Bennett n'invoque ni les oiseaux, ni les livres, ni même l'opinion publique. Il se contente de démontrer que la prison de Leavenworth ne peut plus fonctionner normalement tant que Stroud est entre ses murs. La solution qu'il propose, c'est le transfert vers Alcatraz. C'est l'endroit parfait. Aucune activité personnelle, aucun privilège, aucun animal, aucun commerce. Tout ce qui permettait à Robert Stroud d'exister y est totalement interdit. Le transfert est validé et les ailes de Robert Stroud sont définitivement coupées. En pleine nuit, Robert Stroud est extrait de sa cellule à Leavenworth. On lui ordonne de rassembler ses affaires. Ces oiseaux ne font évidemment pas partie du voyage. Stroud découvre le froid humide de la baie de San Francisco. Et puis, au loin, une masse sombre qui émerge du brouillard, Alcatraz. Il est conduit à l'isolement, au bloc D, le quartier qui abrite les prisonniers les plus dangereux de la prison. Aucune activité personnelle, aucun animal, aucun travail scientifique, et surtout, aucune exception. Sur le rocher, Robert Stroud devient le détenu numéro 594. Mais ce n'est pas fini pour autant. Enfin, c'est presque fini, mais Robert Stroud n'a pas dit son dernier mot. Alors, je vous dis tout de suite, rien de nouveau sous le soleil, ou plutôt à l'ombre, Stroud fait du Stroud. Il bombarde la direction de plaintes, de recours, de dénonciations de mauvais traitements. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Chaque faille dans le règlement est une faille dans laquelle il s'engouffre pour humilier les gardiens et l'administration. Après 17 ans à Alcatraz, en 1959, il est transféré au centre médical pour les prisonniers fédéraux à Springfield, dans le Missouri. Il y restera 4 ans, jusqu'à sa mort en 1963. Robert Stroud aurait dû passer que 12 ans en prison, pour le meurtre de Vandamer en Alaska. Mais son comportement lui aura finalement coûté 54 années de sa vie, dont 42 passées sans aucun contact avec les autres prisonniers. La vie de Robert laisse un petit goût amer. On a envie de croire que ces canaris étaient véritablement sa rédemption, et que c'est la faute du système carcéral si l'histoire ne se termine pas sur un happy end.
D'ailleurs, un livre et un film sur l'oiseleur d'Alcatraz ont pris le parti de faire de lui un homme bon et incompris. Mais je pense qu'il est important de remettre les points sur les i. Robert Stroud n'a jamais exprimé le moindre remords pour les vies qu'il a prises. Et notamment pour le meurtre de Andrew Turner qui ne faisait rien d'autre que son travail ce jour-là, c'est-à-dire surveiller une prison. Qu'on se le dise, être un ornithologue ne suffit pas à racheter un homme. Robert Stroud a prouvé une seule chose, on peut sauver des milliers d'oiseaux sans jamais apprendre à respecter une vie humaine. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures historiques, et en attendant, je vous dis à plus, Rétropolis.